Bonjour mes très chers auditeurs et bienvenue pour un nouvel épisode de notre émission événement. Aujourd'hui, on va vous parler d'un événement qui approche à grands pas les 23 et 24 février prochains à Montpellier. Vous pouvez retrouver le congrès en innovation et éducation qui est organisé par un homme qu'on aime énormément sur cette antenne. Je lui demandais à l'instant comment le présenter tant aujourd'hui. Et bien sur une carte de visite, ça doit être difficile de trouver un seul titre parce qu'il fait beaucoup de choses, mais notamment il est un réalisateur, un créateur de contenu inspirant. Je pense qu'on pourrait te présenter comme ça. Bonjour Julien Perron. Ça me va bien, oui. Ça va, Nathalie? C'est pas mal, non? Créateur de contenu inspirant. Ouais, j'aime bien. Ouais, parce que c'est un peu ça. En fait, je sème des graines depuis une quinzaine d'années dans l'idée d'inspirer les gens. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais, je retiens ça. J'aime bien. On retient ça. Ouais. Alors notamment évidemment en matière d'éducation, tu es venu nous parler à plusieurs reprises du festival pour l'éducation que tu organises depuis plusieurs années à Montpellier. Donc c'est vraiment un appel que tu as aujourd'hui d'offrir au monde des pistes de réflexion pour une nouvelle forme de pédagogie. Et ça continue avec ce congrès innovation en éducation. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Petite présentation de cet événement à venir. Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne transition. Toi qui as participé à 2 reprises au festival pour l'école de la vie à Montpellier. En fait, le festival pour l'école de la vie, il a un format festival, donc on attire 10 000 personnes de la France entière. C'est un public qui est extrêmement large. Il y a des professionnels et des particuliers, des parents, etc. Et donc, je voulais créer un événement à mi-chemin. Donc, comme le festival a lieu tous les ans au mois de septembre à Montpellier, je me suis dit on va organiser un événement à mi-chemin, donc entre février et mars, mais plus à destination de professionnels, mais pas que. En tout cas, évoquer pendant 2 jours l'innovation dans l'éducation sous un format congrès dans une salle enfermée où on est là pour prendre des notes et pour apprendre des choses, un peu comme une formation continue sur 2 jours, quoi. Alors, chose qu'on peut faire au festival, mais il y a 40 conférences, il y a des ateliers, il y a des animations, il y a des spectacles, donc c'est un festival, donc on vient pas là forcément aussi pour s'abreuver d'informations et de prendre des notes. Donc le congrès se veut un peu ça, en fait, si tu veux, c'est montrer le champ d'innovation qu'il peut avoir dans le monde de l'éducation, en tout cas une petite fenêtre, parce que c'est tellement large. Moi, je m'aperçois avec le film L'école de la vie que j'ai réalisé, j'ai rencontré 120 acteurs en France, et 120 acteurs, en réalité, c'est 1% peut-être du potentiel de professionnels qui existe sur notre territoire. Donc, on démontre, ou on montre à travers ce congrès, 14 professionnels qui, pour la plupart, sont installés en France depuis quand même un bon moment. On peut considérer peut-être entre 15 et 30 ans. Ils ont tous écrit beaucoup de livres, ils donnent beaucoup de conférences en France et dans le monde. Il y en a certains qui ont été ultra médiatisés à travers des médias comme sur TF1, France 2, des émissions avec Frédéric Lopez, etc. Mais pour autant, la plupart ne sont pas vraiment connus. C'est ça que je trouve ça dingue, en fait, pour moi. Ils sont connus dans leur biosphère, donc les gens qui les suivent. Mais tant que les grands médias ne véhiculent pas quotidiennement ce genre d'informations ou les mettent en lumière, il y a personne qui est au courant. Et donc, on veut, avec le congrès Innovation en Éducation et le festival pour l'école de la vie, entre autres, de mettre en lumière ces professionnels et de rassurer le public, qu'ils soient professionnels ou des parents, quoi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte quand même que ce qui passe à la télé n'est pas forcément l'expression de la vérité ou de là où on en est dans le monde. Et Dieu merci d'ailleurs, hein, parce que sinon, on aurait tous beaucoup de soucis à se faire. D'ailleurs, Frédéric Lopez, alors n'a pas quitté sa boîte de prod, mais il va plus passer à l'écran parce que je pense que le monde de la télévision, tel que lui l'a connu, devient aujourd'hui un peu trop suffocant et que on voit qu'il y a tellement d'acteurs justement, comme toi, tu t'en fais partie, qui vont créer des choses alternatives. Et donc du coup, il y a de plus en plus de public au rendez-vous. Il faut voir le festival, le nombre de personnes qui viennent chaque année. Justement, même des gens qui n'étaient pas forcément ouverts à ça au départ, mais qui finissent par l'être. Donc pour nous donner peut-être un avant-goût de ce congrès à venir, tu m'as parlé de 40 conférenciers? Non, là sur le congrès, il y a 14 conférences. 14 conférenciers. Ouais. Donc c'est sur 2 jours, hein, c'est le 23 février et le 24 février, le samedi et le dimanche. Ça commence à 9h du mat. Le samedi soir, on fera une diffusion d'avant-première de l'école de la vie, une génération pour tout changer, qui est la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, que j'ai réalisé. Et donc le lendemain, dimanche, rebelote, 9h, 20h. Donc en gros, c'est 7 heures de conférences samedi et dimanche. Et donc on aborde plein de sujets. Il y a des personnes connues et moins connues. Il y a Isabelle Peloux, par exemple, que tu dois connaître, qui a créé la ferme des Amanins. Il y a Anne-Marie Guignard. Alors, Anne-Marie Guignard, j'aime bien la citer. Je vais faire une petite aparté parce que ça me touche aussi personnellement. En fait, c'est une dame qui était dyslexique et qui a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9, donc défi comme un défi et le chiffre 9, et qui a créé une méthodologie qui permet à n'importe qui, en une semaine, de plus faire de fautes d'orthographe. Donc ça fait 20 ans qu'elle propose cette méthodologie, c'est validé par des scientifiques. L'éducation nationale, visiblement, ne veut pas en entendre parler, donc tout le champ des écoles nouvelles, alternatives, évidemment, ça les intéresse. Et je trouve ça tellement dommage
qu'une personne comme ça. Ben oui, c'est incroyable. Et donc il y a plein de personnalités ou de personnes comme ça qui participent au congrès, qui ont créé des outils, novateurs ou pas, puisque là ça fait quand même 20 ans qu'elle le propose, et qui participent. Non mais attends, ça changerait la vie de je sais pas combien mais c'est même pas que d'élèves en fait, enfin des élèves, même nous on reste des élèves, mais de personnes, d'adultes, enfants, adultes, ce serait incroyable de transmettre ça. Complètement. Moi ça m'a suivi, donc comme je te disais, moi j'étais dyslexique et dysorthographique, et ça m'a suivi quand même pendant de nombreuses années, alors évidemment pendant mon parcours scolaire, mais bien après aussi dans le monde professionnel, parce que quand tu fais des fautes d'orthographe, encore dans notre société, on ne te prend pas au sérieux. T'envoies un mail avec des fautes d'orthographe, t'écris un courrier avec des fautes d'orthographe, t'es pas pris au sérieux, on t'écoute pas, ou on te met de côté en fait, si tu veux, quoi. Et donc évidemment, là je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai publié justement un micro-article sur la page Facebook Festival pour l'école de la vie, où je disais justement que j'étais dyslexique. Donc visiblement, il y en a plein qui l'ont appris. Et donc j'explique un peu ce que j'ai vécu pendant mon enfance, et je vois comme ça résonne auprès du public, c'est impressionnant. En l'espace là de 10 jours, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont partagé l'information et qui laissent des commentaires sur cette publication. Et systématiquement, c'est toujours la même chose. Moi aussi, j'étais dyslexique, j'ai été machin, etc. J'ai mal vécu ma période scolaire. Nanana. Donc, ça me laisse sous-entendre qu'on est beaucoup plus nombreux que je le soupçonnais. Ouais. Et donc, forcément, une personne comme ça qui crée une méthodologie qui permet en une semaine à n'importe qui, qu'on soit 10 ou pas, de plus faire de fautes d'orthographe, mais c'est colossal comme information. Donc pour moi, il faut vraiment qu'un maximum de personnes soient au courant. On la met en lumière dans l'école de la vie. Elle est au congrès Innovation en Éducation. Elle était là au festival pour l'école de la vie l'année dernière, en 2018. Et donc ça cartonne pour elle, mais je trouve qu'elle n'est pas assez connue. Et donc ces personnes qui viennent, à défaut de me répéter, ce sont des gens qui ont à peu près le même profil et qui méritent à être connus parce qu'ils aident les enseignants, les parents et les enfants. Ce qui est fou, c'est qu'ils innovent, comme tu le disais, depuis déjà parfois 20 ans, et que simplement leur message n'a pas encore trouvé finalement le coup de projecteur qu'ils auraient mérité. Alors évidemment, on voit la société énormément évoluer, changer. Moi, j'ai une amie qui est en train de se reconvertir justement pour devenir professeur des écoles, et je vois que déjà, elle est très imprégnée, c'est-à-dire sans même que j'ai pu en parler avec elle. Elle vient pas d'un milieu éducatif alternatif. Elle a suivi le système scolaire normal, mais justement elle y a trouvé évidemment des failles, et donc elle connaissait cette femme, comment s'appelle-t-elle là, dont... Marie Gagnard. Non. Notre maîtresse idéale qui a écrit Les lois naturelles de l'enfant. Céline Alvarez. Exactement. Ouais. Donc là déjà elle lisait des livres, notamment celui de Céline Alvarez sur peut-être l'idée d'envisager une pédagogie un petit peu différente, même en tant que parent. Je pense que les gens ont envie de transmettre différemment. On n'a jamais parlé autant de parentalité bienveillante. Ouais. Donc c'est vraiment des notions qui aujourd'hui font partie de notre histoire, et je pense qu'on est en train de changer aussi le cours de l'histoire. L'éducation nationale va peut-être pas résister encore très longtemps. Qu'est-ce que t'en penses? Que du bon parce que j'ai eu il y a pas si longtemps, donc c'était je crois au mois de novembre ou décembre là 2018, la directrice de la DGESCO. Donc la DGESCO, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un département qui appartient au ministère de l'Éducation nationale et qui est là pour faire force de proposition autour justement de l'innovation en éducation. Et donc elle est venue 2 fois au festival, et donc j'étais pas au courant, donc du coup elle m'a appelé aussi pour ça. Pourquoi elle est venue au festival? Elle m'a expliqué qu'ils étaient très étonnés au sein du ministère qu'il y ait autant de monde en fait qui viennent, puisqu'il y a plus de 10 000 personnes pour ceux qui sont pas venus. Là cette année on en entend encore beaucoup plus. Elle voulait mesurer par elle-même et comprendre pourquoi il y a autant de monde. Donc du coup, elle a compris pourquoi, parce qu'évidemment, ça nous concerne tous, qu'on ait des enfants ou pas. On est tous passés par l'éducation et on a tous constaté qu'il y avait pas des failles, mais qu'il y avait un système à revoir, quoi, en gros. Et au sein de ce département, elle va créer un autre département, on va dire, où elle a envie de s'entourer de personnes un peu comme moi, avec des profils différents, pour créer justement et mettre en place des actions au sein de l'éducation nationale. Donc ce qu'on appelle des actions proactives positives autour du développement personnel, où on va accompagner l'enfant à être plutôt que d'essayer de l'imposer à rentrer dans un moule, quoi. Et ça, pour moi, c'est une information colossale. Alors, je pense que ça va mettre beaucoup de temps à se mettre en place, mais le fait qu'elle me contacte, qu'elle-même essaye de faire bouger les choses au sein du ministère depuis au moins une vingtaine d'années, pour moi, tu vois, ça m'encourage, et je me dis, ok, c'est bon, on a pris une bonne direction. Et ça, à part les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, ou de temps en temps, moi, quand je donne des conférences, j'en parle, mais il y a personne qui est au courant de ça. Donc on peut pas se rendre compte et se dire, tiens, l'éducation nationale, ça avance, il se passe des choses, etc. Si tu t'y intéresses pas, si t'as pas des personnes autour de toi qui sont dedans, tu ne sais pas en fait comment ça évolue. Et donc c'est pour ça que c'est important de le dire. Au sein de l'éducation nationale, il y a plein de choses positives qui sont en train de se passer ces dernières années. Il y a énormément d'enseignants qui appliquent et qui mettent en place des méthodologies qu'on dit nouvelles, mais qui existent depuis
parfois un siècle pour citer Montessori par exemple. Et ça, c'est en train de prendre de l'ampleur. Maintenant, on est face à un mastodonte, donc évidemment, ça va prendre beaucoup de temps pour que ça soit généralisé, quoi. Mais il y en a vraiment de plus en plus. Et donc, c'est aussi rassurant de voir ce monde-là physiquement participer au festival ou au congrès, puisque c'est un lieu d'échange. Ce sont 2 lieux d'échange qui sont magnifiques pour moi, parce que on est en contact avec des personnes qui viennent de la France entière, qui partagent des valeurs communes, donc autour de l'éducation, et qui dressent tous le même constat, tout part de l'éducation. Donc si on veut une société nouvelle avec des gens qui pensent différemment, on a besoin de s'attarder sur notre modèle éducatif et de proposer quelque chose de nouveau qui correspond aux humains d'aujourd'hui, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Donc, haut les cœurs. Haut les cœurs et rendez-vous, notez-le dans l'agenda, chers auditeurs, les 23 et 24 février prochains à Montpellier. À qui s'adresse finalement ce congrès ? Est-ce que c'est pour tous, pour tous les gens passionnés par le sujet de l'éducation de demain ? Oui, pour moi, c'est vraiment pour tous. Faut juste bien comprendre le format. On n'est pas dans un esprit festival, donc il n'y a pas de stand, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'atelier. C'est un congrès, donc on est dans une salle et on écoute pendant 7 heures 7 conférenciers différents par jour qui viennent justement nous exposer le fruit de leur recherche, ce qu'ils ont mis en place. Et donc pour moi, c'est un lieu de formation. On vient vraiment pour s'abreuver d'informations et de rencontrer du monde qui est vraiment un peu dans les mêmes dimensions que nous. Donc ça s'adresse à tout le monde, aux professionnels, aux parents, aux professionnels de l'accompagnement, aux enseignants, aux directeurs d'établissement, mais vraiment à tout le monde. Ouais. Donc j'ai le sentiment, un peu comme le festival, que c'est un congrès qui prend de l'ampleur d'année en année. C'est notre 2e. L'année dernière, il y avait 300 personnes puisqu'on était limité par les salles. Là, on est limité à 600 personnes, dans 500 personnes. 600 personnes avec tout le monde, avec les bénévoles, etc. Donc, si ça se passe bien, et ça a l'air d'être bien parti, puisque là, je crois qu'il reste plus que 150 places sur les 500 disponibles. Je pense que c'est énorme. 2020, on passera encore à une salle beaucoup plus grande. Magnifique. Donc on peut se procurer une place via le site internet qui est dédié à l'événement, qui est www.innovation-duo-education.fr. Exactement. Et donc on peut aussi te retrouver, mon cher Julien, sur les réseaux sociaux. Tu es très présent. Tout à fait. Le Facebook. Sur quel Facebook on peut suivre ton actualité plus précisément ? Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Alors il y a le Facebook du Festival pour l'école de la vie. Il y a le Facebook Innovation en éducation, donc qui est rattaché au congrès. Il y a le Julien Perron officiel, parce qu'on a plusieurs comptes aussi, mais il y a un compte qui a été créé de Julien Perron officiel. L'artiste. Ouais, c'est ça. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, quoi. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que ça me fait penser à ça, parce qu'on parlait de dyslexie, et on le disait aussi en amont avant de préparer l'émission. J'ai fait un TEDx il y a pas longtemps, le 24 novembre dernier, où je mets en lumière justement une partie de mon parcours personnel et professionnel, et j'évoque justement cette dyslexie et cette dysorthographie. Et c'est important là tout de suite d'en parler. Pourquoi ? Parce que, comme je te disais il y a 2 minutes, je m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont concernés par ça, et il y en a beaucoup qui se sentent extrêmement limités parce qu'on leur a mis cette étiquette. Et je m'aperçois qu'au final, ça a été une bonne chose pour moi de prendre ça de manière assez positive, de prendre du recul par rapport à cette étiquette qu'on m'avait posée, et de construire finalement ma vie, pas autour de ça, mais d'utiliser ça de manière positive. Et il y en a beaucoup qui se sentent vraiment délaissés parce qu'ils sont dyslexiques, dysorthographiques ou d'autres pathologies, hein, pour pas s'y mettre. Dyscalculie aussi. Dyscalculie, ouais, etc. Ouais. Non, ou beaucoup d'autres profils. Enfin, moi, je pense aux enfants autistes. Par exemple aussi, oui, voilà. C'est vrai que le système, encore une fois, éducatif, n'intègre pas les personnalités dans leur spécificité. Tout à fait. Et quelque part, on le voit comme un défaut, alors que ça en est pas un. C'est juste une manière, un regard qu'on pose sur le monde, une manière de gérer le monde. Et comme tu dis, abat les codes aussi si on écrit un mail avec des fautes d'orthographe. Moi, je suis pas dyslexique, mais c'est vrai que je fais des fautes d'orthographe. Et ça peut paraître fou parce que je suis une grande littéraire, que j'ai toujours aimé écrire, que j'ai écrit un livre. Mais franchement, quand je me relis pas, c'est une catastrophe. Donc, je peux partager aussi cette chose-là où parfois j'ai même la personne mon collaborateur qui travaille avec moi, il fait encore plus de fautes d'orthographe que moi. Mais quand il reçoit un de mes mails et qu'il me dit, franchement, t'as abusé, là, je me dis, ah là, j'ai dû vraiment abuser. Et donc, je pense qu'on arrive tous avec, en effet, quelque part des choses qu'on considère comme des défauts et qui sont juste des traits de personnalité. Si on avait des gens bienveillants, des enseignants, comme tu parlais de tes futurs conférenciers, qui nous aident justement à trouver des méthodes, des moyens, voilà, d'aller plus vite, de transformer ça avec créativité finalement. C'est un petit peu l'idée. Et je pense que tu as dû libérer la parole, le cœur de beaucoup de gens qui se sentaient seuls au monde face à ces difficultés et qui tout d'un coup se disent, oh, mais justement Julien Perron qui réussit, qui fait des choses qui lui plaisent,
business, qui vit de ses rêves, etc. Et ben il y est arrivé. Et pourquoi pas moi? Donc c'est un bel exemple. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très. Je m'aperçois parce qu'elle est en ligne depuis que 2 semaines que ça a l'air d'être extrêmement rassurant justement pour toute cette population qui se sent différent parce qu'on l'a étiqueté quoi. Ouais. Et comme je le dis, moi j'ai pas de diplôme. Voilà, je suis parti de rien dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris, avec pas un sou en poche. Et pourtant, tu vois, ça fait 15 ans que je développe mon activité et je vis de ma passion. Et donc, visiblement, oui, ça a l'air d'être rassurant. Donc, oui, effectivement, c'est peut-être important de souligner qu'il y a cet TEDx qui s'appelle l'éducation à la vie et qui potentiellement peut peut-être rassurer un paquet de gens. Ouais. Donc, on tape l'éducation à la vie sur YouTube. Julien Perron TEDx, l'éducation à la vie TEDx. Et tout ça mène au TEDx. Ouais, c'est ça. Merci Julien Merci à toi, de nous Nathalie. partager ça. Et donc, je le rappelle, les 23 et 24 février prochains à Montpellier, vous pouvez participer au congrès Innovation en Éducation. Il reste un peu de place, donc soyez rapide si vous souhaitez être parmi les conférenciers qui vont, je pense, vous ravir de tous leurs messages et toutes leurs transmissions. C'est énorme, ouais. Merci Julien. Merci Nathalie. Belle journée à tous. À bientôt.